Bonjour à vous pour ce chapitre 9 de la partie 2. Ce chapitre 9 qui a mis un petit temps à mûrir en moi. Vous allez voir, le chapitre 9, 10 et 11 abordent le Cambodge qui est un véritable tournant dans l'histoire et dans mon vécu, dans mon histoire. Et donc ça m'a mis un petit temps, j'ai pris un petit temps pour vraiment laisser infuser ce chapitre. Voilà, donc je vous le propose maintenant. Chapitre 9, le Cambodge ou les retrouvailles avec des parties de moi. Le compte à rebours pour le Cambodge démarrait sa descente finale. J'étais en contact avec pratiquement tous les membres de la mission via Facebook. Et même si l'on ne s'était jamais vu, le fait d'échanger des messages avec notre présentation, nos premiers délires et questions me permettait de diminuer ma zone d'inconfort. Je ne partais plus seule avec des inconnus, mais j'allais retrouver des jeunes super attachants, j'étais une des plus vieilles, ainsi que cette femme avec qui j'avais sympathisé à Hazel Rideau et qui s'avérait être notre chef de mission. Avant de partir, j'ai reçu un magnifique signe de la vie. J'ai pu revoir le patron et ami de mon père. Il était dans la région pour un jour et m'a proposé d'aller manger un bout. J'en étais ravie car je pouvais parler avec lui. Il me rappelait certaines conversations que j'avais avec lui, mon père, sur la vie, le travail, la famille. Nous avons abordé le sujet de papa et j'ai pu en parler avec une émotion agréable, comme si la douleur s'était peu à peu envolée pour laisser place à cette tendre affection que je n'oublierai jamais et que j'avais eu si peur de perdre. Je lui ai parlé de mon départ pour le Cambodge l'après-midi même. Il n'a pas paru très surpris. Son regard m'a rappelé que oui, j'étais bien la fille de mon père, que mon besoin d'être reconnue comme telle se remplissait car je suivais ma voie. À l'aéroport de Nice, j'attendais mon vol pour Paris-Orly. J'allais dormir chez ma sœur, puis elle m'emmènerait à Charles de Gaulle le lendemain. Plusieurs sentiments m'envahissaient. La joie et l'excitation après tant d'attentes, l'appréhension du départ vers l'inconnu, vers l'apprentissage de moi-même et la découverte de choses que je ne pouvais imaginer. J'avais hâte de rencontrer en chair et en os ces camarades que j'avais déjà l'impression de connaître. Nous étions sur la même longueur d'onde, tous impatients. Je me sentais soutenue par tous, même par mon père, à travers ma mère, ma famille et son patron. Tous se demandaient comment je reviendrais. De mon côté, je me disais juste, je n'ai pas peur, je prends ce que je peux, les petits bonheurs, et on verra bien. Pas besoin de tirer des plans sur la comète. J'étais heureuse. À Paris, alors que j'attendais la valise énorme, j'ai ressenti ma première frayeur. La valise ne se trouvait pas sur le tapis qui tournait lentement. Sur l'écran du tapis, le message suivant venait de s'afficher. Livraison terminée. J'étais toujours bredouille. J'ai décidé de ne pas paniquer et de me diriger tranquillement vers le service bagages. En avançant dans l'aéroport, petite surprise. Ma valise m'attendait, seule, en train de tourner sur le tapis en provenance de Marseille. Soulagée, j'ai pu attendre ma sœur et passer la soirée, veille de mon départ, chez elle. Par une énorme coïncidence, France 5 diffusait justement ce soir-là un reportage sur le Cambodge. Un petit clin d'œil avant l'entrée dans ce pays. J'en profitais pour noter et apprendre quelques mots de Khmer qui me permettraient d'établir un contact malgré la barrière de la langue. Je me couchais avec en tête la phrase d'un Cambodgien interviewé. On n'a rien à perdre car on a déjà tout perdu. Le lendemain, un vendredi, c'était le grand jour. J'arrivais en avance à l'aéroport et m'attablais avec ma sœur sur une terrasse de café, sirotant un cappuccino et un verre d'eau. Le petit stress commençait à monter et j'essayais de me convaincre que cela irait mieux lorsque j'aurais retrouvé les autres. Finalement, vers 13 heures, je les ai rejoints devant le comptoir d'enregistrement. La rencontre a été géniale, l'entente excellente, l'ambiance agréable. On riait déjà et nous nous présentions officiellement à ceux qui ne faisaient pas partie du groupe Facebook. Récupération de nos billets, au revoir à ma sœur, passage de la sécurité, en avant pour l'aventure. Nous avons patiemment attendu dans la salle d'embarquement pour prendre un A380 pour Bangkok, puis Phnom Penh. Nous avions tous hâte, discutions de l'émission de la veille, passions nos derniers coups de fil aux familles et amis. Le vol, 12 heures, ne me faisait pas peur, j'avais l'habitude. Je m'occupais en discutant, en lisant et en regardant quelques films.
La fatigue commençait à se faire sentir et je sombrais doucement. La nuit a été courte. Nous étions tous épuisés mais excités. Combinaison de deux émotions très fortes. Après un changement d'avion à Bangkok, nous étions finalement sur le sol cambodgien le samedi matin. En sortant de l'aéroport pour prendre une bonne bouffée d'air, nous avons tous été pris par surprise par la chaleur des lieux, la luminosité, la poussière. Nous étions sur place, enfin. Une petite camionnette était venue nous chercher, et après quelques brinque-ballements, et surtout avec le dépaysement, nous sommes parvenus à notre hôtel où nous resterions très peu de temps. La mission allait s'effectuer dans les campagnes, en dehors de la capitale. Nous allions rouler vers des villages reculés, tout en remontant au nord du pays vers Siem Reap, et enfin redescendre vers les villages flottants du Tonlé Sap. L'hôtel était un havre de paix, comme pour nous revigorer, nous donner des forces et du courage pour la suite. J'assistais au premier briefing cet après-midi-là. Nous nous sommes tous présentés. Les règles de vie et de la mission ont été énoncées. Nous débutions cette mission par l'inventaire du matériel nécessaire pour les 15 prochains jours. Puis nous avons joué avec quelques enfants de l'orphelinat, partenaires de l'association. J'étais timide. Je n'osais pas trop interférer dans la dynamique des enfants. Alors qu'ils nous chantaient quelques comptines, j'ai été éblouie par la joie, les rires et le bonheur qu'ils dégageaient. Ils n'avaient pas grand-chose, vivaient dans des conditions précaires, mais ils inondaient de gentillesse et de sourires. Je ne les comprenais pas du point de vue du langage, mais mon cœur comprenait leur message. Je me laissais guider par leur accueil, jouer avec eux et m'approcher d'un plus jeune qui était resté de côté. Son regard m'a marqué, c'était comme une invitation. Je restai un peu en retrait et il s'est approché doucement pour jouer avec moi à la toupie. Je me sentais bien parmi eux. Comme la nuit tombait, nous avons doucement fait nos adieux, laissant derrière nous cette énorme leçon de vie. Nous nous sommes tous couchés très tôt, après une journée marquée par les rencontres, les sentiments chaleureux et les préparatifs. Je me réveillai le lendemain aux aurores. J'avais passé une superbe nuit et me sentais prête pour la journée. J'avais également un peu peur, peur de l'inconnu et hâte de découvrir la suite. Nous avons pris la route dans notre petit bus sur de la piste, vers Baté, ce petit village du Nord où nous allions débuter les consultations. Alors que nous roulions, je repensais au briefing de la veille. Nous partions pour une mission intense, où nous serions accueillis par les villageois et dormirions dans les pagodes avec les moines ou chez l'habitant dans les villages flottants. Nous allions travailler les 12 jours de notre mission et avions 2 jours de repos pour souffler un peu. C'était ce que je cherchais. Je voulais réapprendre qui j'étais, être confrontée à des conditions particulières. J'allais vivre parmi les bestioles, sans eau et électricité pendant quelques jours, dormir sous des moustiquaires. Je cherchais l'ailleurs et le nouveau, j'étais servie. Le Cambodge me déroutait. La végétation tropicale était d'un vert émeraude, les routes étaient pratiquement toutes en terre ou en piste, même en ville. À Phnom Penh, les motos et les vélos nous encadraient en une quantité incroyable, mais surtout portaient un nombre hallucinant de personnes. 2, 3, 4, parfois même 5. Comme en Inde, le klaxon était utilisé pour s'annoncer, mais ne rivalisait pas en termes de bruit et sonorité avec Bangalore. Les rues de la capitale étaient bondées et la chaleur moite. Des drapeaux ornaient les rues, car nous étions en pleine période électorale. Nous avons mis environ 4 heures pour rejoindre Baté. À notre arrivée, nous avons fait le tour de l'école pour y installer notre dispensaire de fortune. À midi, nous avons mangé dans la cuisine des bonzes, à même le sol. En début d'après-midi, nous étions prêts. Du monde s'était amassé sous un arbre pour attendre au frais, et cette foule se pressait pour voir les médecins que j'accompagnais. Il y avait plus de personnes que nous ne pourrions voir dans la journée, alors nous avons dû mettre en place un ordre de passage. Ceux que nous ne pouvions pas ausculter reviendraient le lendemain et encore le jour suivant. Nous avions prévu de rester 3 jours afin de voir tout le monde. Je gérais l'accueil, je pesais et mesurais. Je menais les patients dans l'antichambre où ils attendaient pour se faire ausculter. Je voyais la foule qui attendait calmement. Les traducteurs qui nous accompagnaient nous aidaient à les faire patienter. Le plus difficile pour moi, c'était de ne pas pouvoir communiquer avec eux. Je ne pouvais le faire qu'avec les 3 mots que j'avais appris, un sourire et un regard.
Et eux me renvoyaient un sourire tendre. Ils étaient avenants et me renvoyaient beaucoup plus que ce que j'avais l'impression de leur donner. Je me sentais à mon humble niveau utile. C'était peu, mais c'était déjà beaucoup. L'association ne venait pas juste en mode une fois et on s'en va. Elle effectuait un suivi régulier de ces villages et de ces personnes, ne venant qu'à la demande et au besoin. Elle n'avait pas pour but de remplacer les dispensaires existants et n'intervenait donc que là où les dispensaires, s'il y en avait, étaient dépassés et demandaient un peu de soutien. Le soir tombait tôt et nous avons tout rangé à la lampe frontale. Ma douche, je l'ai prise en maillot de bain sous la gouttière d'un toit alors qu'il pleuvait à verse. La sensation de liberté que j'ai éprouvée était étrange, comme si une petite étincelle s'allumait dans mon cœur. Nous avons installé nos moustiquaires dans la pagode, avons joué un peu à la lueur de nos lampes frontales, et nous sommes couchés sur des mattes à même le sol. La nuit a été très difficile. Un peu avant 6 heures du matin, la lumière du soleil inondait la pagode, qui n'était jamais fermée. Le bruit des oiseaux et des animaux me parvenait aux oreilles, et enfin la matte n'était pas très confortable. Il faisait déjà très chaud malgré l'heure matinale. Nous débutions notre journée à 7 heures. Il fallait profiter un maximum de la lumière du jour. Ce jour-là, j'avais la fonction d'assistante pour le médecin. J'aidais à tenir le registre et les statistiques des patients, des pathologies. J'ai énormément appris, car le médecin avec qui je travaillais m'expliquait tout. Le regard des villageois était émouvant. Pour certains, ils n'avaient pas vu de médecin depuis des dizaines d'années. Ils étaient souriants et semblaient heureux qu'on les voie. Une vieille dame de 90 ans me faisait face. Une femme absolument magnifique, avec un sourire et des yeux superbes. Les yeux, véritables miroirs de l'âme. J'ai alors eu mon premier choc émotionnel, où je ne me suis pas du tout sentie à la hauteur. Un jeune garçon de 13 ans est entré avec une énorme plaie dans le dos, probablement due à un coup de couteau. On devait faire preuve de sang-froid, et malgré la préparation et les briefings sur ce que nous serions amenés à voir, je ne m'y attendais pas. J'étais anesthésiée dans mes émotions, j'avais protégé mon âme. Plusieurs bénévoles nous ont rejoints en renfort. Alors j'ai écouté mon instinct et apporté mon aide à d'autres postes qui manquaient de main-d'œuvre. J'avais de la colère, de la frustration de voir ce genre de blessure sur un enfant et je voulais être proche du petit, lui apporter du soutien. Mais j'ai réprimé ces sentiments égoïstes. Il ne fallait absolument pas qu'on l'étouffe ou lui fasse peur. L'après-midi, plus de monde s'amassait sous l'arbre. Les lieux environnants avaient appris la nouvelle des médecins et venaient en nombre pour en bénéficier. Parmi la foule, de plus en plus d'enfants. Il fallait s'en occuper pendant que les parents se faisaient ausculter. Alors certains bénévoles ont improvisé un 1, 2, 3 soleil dans le champ. Chaque bénévole avait un poste attitré, mais devant les besoins, il nous arrivait de quitter nos postes pour donner du renfort à tel ou tel autre. Ma première leçon. Autant avoir un cadre, une structure, une règle était primordiale, mais il fallait aussi s'adapter à la situation, être dynamique devant les circonstances. Nous bougions, mettions en place des roulements et revenions toujours à notre état d'équilibre, cet état identifié par le cadre, agréé par tous les participants. La journée a filé comme une comète. Nous avons tout rangé à nouveau, puis nous sommes dirigés vers la pagode. Les enfants du village nous ont alors accompagnés, jouant et riant avec nous. À la pagode, j'ai pris ma douche à l'extérieur grâce à un bidon d'eau. J'étais émerveillée par cette expérience insolite. Je ressentais un grand bonheur. J'étais vraiment heureuse. L'ambiance était géniale, malgré les coups de speed et les différentes personnalités qu'on apprivoisait petit à petit. Chaque soir, nous faisions un débriefing de la journée pour exprimer nos ressentis, laisser échapper les potentielles rancœurs pour éviter qu'elles ne pourrissent. Nous étions dans des conditions tellement intenses du point de vue de l'émotionnel que parler nous faisait un bien fou. Notre chef de mission, cette femme extraordinaire, nous écoutait, nous donnait des conseils et nous rappelait certaines règles de vie. Attention à la cohue, garder l'entente, ne jamais être seul avec un enfant. J'avais mal au bas du dos et j'en prenais plein la vue. Je me rappelais l'épisode du garçon et ressassais cette impression d'être insensible, de ne rien ressentir. J'avais été dans un moment de désarroi. Je n'avais pas su comment me rendre utile, alors que les autres, les infirmières, les médecins, les dentistes et aides-soignants, avaient eu les yeux qui palpitaient.
Ils avaient été dans une situation connue, une de celles qui les avait appelés à faire ce métier. J'avais aussi ce souvenir de la foule, les yeux tournés vers moi, me culpabilisant parce que j'avais annoncé la dernière patiente de la journée. Il faisait nuit et nous devions stopper les consultations. Finalement, les enfants, ce miroir. J'avais envie de nouer un contact. Je sentais qu'ils voulaient jouer, s'approchant comme je reculais, me fuyant comme je m'avançais. J'avais envie de m'ouvrir davantage à eux, mais je sentais un blocage. J'ai eu un mal fou à trouver le sommeil. J'entendais les animaux dehors et les souris ou lézards qui couraient le long des murs de la pagode. Le sol dur, la matte, la moustiquaire, je n'arrivais pas à trouver de position confortable. Je gardais aussi une main sur la moustiquaire car j'avais peur que les lézards entrent dans notre espace. Puis l'apothéose. À 4h30 du matin, une musique s'est mise à retentir dans la salle. Les bons étaient réveillés et se sont mis à parler. Le volume a augmenté petit à petit, à chaque demi-heure qui s'écoulait. Je me levais, fatiguée, vers 6h et me lavais à la lingette et au shampoing à sec. Petit déjeuner au sol assez rudimentaire, mais d'un tel régal. Je redécouvrais des saveurs de base. Les repas tous ensemble étaient une fête. Nous mangions dans une harmonie incroyable. On a repris nos postes, avons montré quelques pas de danse aux enfants et recommencé notre journée intense. Je courais partout, mais je me sentais utile. Je me familiarisais avec les personnes, les méthodes et l'aspect improvisation maîtrisé qui était si nécessaire. La fatigue me faisait mal aux yeux, mais je tenais bon. Je ne pouvais pas me plaindre. Quand je voyais les villageois, les vieillards ou les enfants qui se tenaient en face de moi et ne faisaient que sourire avec une sincérité touchante, je ne pouvais pas me plaindre. Je savais que je rentrerais en France à mon confort. Les 3 premières journées, j'avais vécu et vu tellement de choses que je n'arrivais pas à tout retranscrire dans un petit calepin que j'avais emporté. La vie et les nuits dans la pagode m'avaient montré que finalement, j'étais capable de supporter des conditions différentes. J'avais l'impression de faire renaître en moi ce côté aventurier que j'aimais tant étant petite. Les patients, le garçon en particulier, m'avaient renvoyé l'image de mon impuissance. Mais doucement, une lueur d'espoir. J'avais peut-être été impuissante à gérer certaines situations, mais je m'étais immédiatement portée volontaire pour aider sur d'autres postes, d'autres cas où je me sentais capable. Trouver les petites occasions où je pouvais être utile. Je réalisais lentement que nous avions tous un rôle, un quelque chose à apporter. J'avais été impuissante sur un côté de la balance, mais ma place était de l'autre côté. Je prenais doucement conscience que je faisais partie d'un groupe que je ne connaissais pas il y a encore quelques jours, mais que je partageais avec eux des émotions d'une intensité rare, que j'exprimais qui j'étais plus facilement. Je découvrais que j'étais en train de me dépasser. Je remerciais mon audace et mon courage à être sortie de ma zone de confort, à avoir fait le trajet vers cette expérience, mais surtout vers ma redécouverte et ma renaissance. Et voilà, ça c'est la fin du chapitre 9. Et la suite de l'histoire du Cambodge sera dans le chapitre 10 et le chapitre 11. Il s'est passé tellement de choses que j'ai vraiment, j'avais vraiment à cœur de vous le partager et donc j'ai coupé en trois ce passage de vie. Donc, ce chapitre 9, eh bien, c'est le grand départ. C'est le grand départ pour le Cambodge. Euh, on est en juin, il me semble. Juillet 2013. On est en juillet 2013. Et donc, ben, ça fait 3-4 mois que j'attends ça, d'une certaine manière. Et dans ce texte, en fait, c'est vraiment un moment qui est fort parce que cela exacerbe beaucoup de choses. En fait, je pars pour un ailleurs, euh, pour l'étranger, dans des conditions particulières, pour réaliser, on pourrait dire presque même un rêve. Je pars pour finalement me retrouver. J'en prends conscience beaucoup plus tard. Je pense que j'en prends conscience, ouais. Euh, ouais, quelques mois plus tard. Et c'est intéressant parce que ce voyage loin en moi, en fait, parce que
parce que dans des conditions tellement, tellement, tellement différentes de ma zone habituelle, de ma zone de confort habituelle, que ça me permet en fait d'aller contacter des parts de moi que j'avais mis en dormance pendant très, très, très longtemps. Donc, eh ben, quand je me mets en contact avec des parts de moi, et pour vous, c'est ce que je veux vous partager, c'est que on peut entrer en contact avec des parts de soi qui sont très agréables et puis également avec des parts de soi qui sont désagréables parce qu'on les a mis en dormance trop longtemps et qu'elles ont besoin en fait d'être vues, d'être choyées, d'être prises en considération en fait, d'être reconnues et d'être apaisées. Et donc dans le texte, il y a un sacré paquet de parts de moi qui sont mises en lumière et ça va du côté aventurier, ce côté qui finalement, même une situation extrêmement inconfortable, trouve de la joie. Cette douche sous la pluie est absolument fantastique. J'en ai encore des souvenirs d'une rayonnance absolue. Les jeux de cartes à la lampe frontale, les, les bruits, les bruits de la nature environnante qui sont complètement nouveaux finalement. Et à côté de ça, eh bien, il y a la part de l'impuissance, la part du sentiment euh, de peur et de où est ma place en fait, où est-ce que je me mets. Et puis la part en fait qui protège son cœur, quand il y a une situation qui est extrêmement, on pourrait dire même violente, qu'est-ce que je fais? Eh bien, il y a une part de moi, pouf, qui me met en protection totale et qui m'anesthésie. Et c'est intéressant, en fait, d'en prendre conscience. Je n'émets absolument aucun jugement sur aucune de ces parts. Elles ont toutes quelque chose à m'apprendre, elles ont toutes quelque chose à m'apporter. Et en même temps, eh bien, c'est intéressant de se rendre compte quand cette part de protection qui anesthésie tout se met en mouvement, en fait. Qu'est-ce qui la déclenche? Donc ce voyage au Cambodge, il est fantastique parce que j'ai plein de synchronicités juste avant le voyage. Je ne sais pas si vous les avez vues ou entendues. La première synchronicité, c'est eh bien l'ami de mon père qui vient le jour de mon départ en fait. C'est ça qui est absolument exceptionnel. Il vient le jour de mon départ sans savoir que je pars dans l'après-midi. Et ça, c'est drôle parce que, enfin, c'est drôle et même émouvant parce que j'ai un rapport à cet ami de mon père et au ancien patron de mon père euh, qui est, euh, qui est très doux et pour moi, c'est un peu un conseiller, c'est un peu un lien particulier avec mon père aussi, et il le sait. Et il a un regard pour moi qui est assez paternel, donc c'est intéressant qu'il arrive en fait vraiment dans la région, là où je suis, le jour même pour une réunion, je crois. Et il me contacte et puis là, je suis disponible et on mange ensemble le midi. Et là, le midi, je lui raconte que je pars au Cambodge en mission humanitaire l'après-midi. Et ça, c'est un premier clin d'œil pour moi de la vie, une première synchronicité qui me montre que je suis soutenue par mes proches et également par mon père qui n'est plus physiquement présent, mais qui a des messagers tout autour de moi pour me signifier qu'il est là et qu'il me soutient. Donc c'est un premier point, c'est prendre conscience en fait des signes qui nous entourent, prendre conscience de ces petites pépites, de ces petits messages qui peuvent venir d'une personne ou qui peuvent venir d'un signe, euh, que ce soit un film, une image, une chanson, parce que c'est cela, comment je pourrais dire, cela rend la vie magique. En fait, on se rend compte de la magie de la vie par ce genre de truc, par ce genre de signe. Donc voilà, ce signe-là m'a vraiment, ça m'a fait un bien fou. Et puis le deuxième signe qui arrive, donc c'est assez drôle. J'arrive, donc je vais à Nice, puis je pars à Paris où je vais dormir chez ma sœur. Et à Paris, ma valise n'arrive pas. Alors là, je ne comprends pas. Et ce que je décide de faire,
Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ce que je décide de faire, c'est de ne pas paniquer. Je prends conscience que, ok, ma valise n'est pas là. Je prends une grande inspiration et je fais un choix conscient. J'identifie en moi que ça me stresse un peu quand même, hein. Je ne nie pas, je ne nie absolument pas que, que la valise n'est pas là. Par contre, je décide de ne pas succomber, entre guillemets, à la panique. Et donc, je me recentre, vraiment. À ce moment-là, c'est intéressant parce que je n'ai pas cette connaissance-là de la notion de centrage, de respiration, etc. à ce moment-là. Par contre, c'est ce qui se passe. Et donc, c'est maintenant de prendre conscience de ça. Je prends, je ne nie pas que j'ai un petit coup de stress intérieur. La valise n'est pas là. Par contre, je respire et puis je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire? Rien, à part aller au service bagage, tout simplement. Donc, je me recentre et puis je me dirige vers le service bagage. Et là, dans cette avancée vers le service bagage, eh bien, je me rends compte que ma valise, elle m'attend toute seule en train de tourner sur le tapis de Marseille. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je trouve que c'était assez intéressant de voir qu'il y a des, je sais pas, des petits lutins ou des petits farceurs qui m'ont fait vivre un petit truc intéressant à ce moment-là. Et en fait, ça m'a fait prendre encore plus de joie de ce voyage, puisque ma valise était là, et donc ça m'a mis dans une dynamique très, très, très joyeuse. Ma sœur vient me chercher, ma sœur me soutient, elle est présente, je dors chez elle, et c'est elle qui m'amène à l'aéroport le lendemain. Et puis, quand je me retrouve chez elle le soir, entre guillemets, comme par hasard, dans le texte, je dis coïncidence, mais bon, je sais, en tout cas, d'après mes expériences, le hasard n'existe pas. Et donc, je me retrouve France 5 qui passe justement ce soir-là, donc la veille de mon départ, un reportage pour le Cambodge, sur le Cambodge. Et donc, évidemment, c'était énorme parce que on était tous dans un groupe Facebook en train de chatter et de discuter et de se dire, mais regardez, il y a un reportage sur le Cambodge, c'est juste improbable. Et donc, c'était génial parce que ça a permis aussi de créer une discussion le lendemain quand on s'est retrouvés. Et puis surtout, ça m'a permis de montrer à ma sœur où est-ce que j'allais aller. Dans ce, dans ce, dans ce reportage, je prends également conscience du pays dans lequel je me rends et de la tragédie qui s'est passée il y a des années auparavant et de finalement l'état d'esprit des personnes. Et donc il y a ce monsieur, ce Cambodgien qui est interviewé et qui dit cette phrase qui me marque profondément. On n'a rien à perdre car on a déjà tout perdu. Et c'est en fait cette phrase explique en fait la notion que je vois dans les regards des gens quand je suis au Cambodge, qui est cette vie à l'instant présent et cette gratitude d'être en vie et que chaque jour euh, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi dormir. Donc on en revient à la base de la gratitude de la vie. Donc c'était assez, assez fort pour être souligné. Donc un point qui me paraît important en fait, ce sont en fait les messages et les messagers que je vais rencontrer tout au long de cette première partie. Les premiers messagers, ce sont les enfants. Les enfants qui en fait me renvoient l'image de moi-même, cet enfant qui a un peu peur, cette part de moi, euh, qui ne sait pas comment interagir avec les enfants, qui a peur d'interférer, qui a peur de déranger et qui finalement se retrouve en résonance avec un enfant, notamment à l'orphelinat, un enfant qui est dans son coin et avec qui on s'apprivoise l'un l'autre et puis finalement on joue ensemble. Et ce qui est vraiment, ce qui me marque profondément également à ce moment-là, c'est le dialogue qui se crée alors qu'on ne parle pas la même langue. Et c'est un dialogue qui est fantastique, qui est vraiment fabuleux, un dialogue du cœur, un dialogue du regard, un dialogue juste de deux âmes qui se rencontrent et qui partagent un moment d'extrême grande
d'extrême qualité ensemble alors qu'elles ne parlent pas la même langue. Et pour moi, cela me montre à ce moment-là, en tout cas, ça plante une graine, la graine de ce dialogue au-delà du dialogue. Et la graine de cette part de moi qui finalement a besoin elle-même d'être apprivoisée. Cette espèce de part qui est, comment je dirais, cet enfant un peu apeuré ou ce cheval sauvage. J'ai quelqu'un qui me parlait de cheval sauvage dernièrement, qui a juste besoin de petit à petit d'être apprivoisé. Et, et c'est intéressant parce que il y a cette part de moi, donc ce cheval qui a besoin d'être apprivoisé, donc très fougueux, et de l'autre côté, cette, cette part qui est hyper aventurière. Donc c'est intéressant parce qu'il y a le côté j'ai un peu peur, apprivoisez-moi, et de l'autre côté il y a le côté hyper aventurier, c'est parti, je suis dans des conditions extrêmes je vis une joie intense, un réel bonheur à l'intérieur. Donc c'est fabuleux de voir ce côté multifacette qui commence à se dévoiler à ce moment-là et qui en fait me fait vraiment prendre conscience de tout, de qui je suis sous plein d'aspects. Donc euh, c'est un parallèle avec vos expériences, c'est-à-dire d'essayer d'identifier toutes ces facettes qui apparaissent et sans les juger, juste de les voir, de les regarder, et puis de voir à quel moment elles se, alors de manière inconsciente, elles se déclenchent, et puis ensuite, c'est ça le jeu, c'est que vous allez devenir, entre guillemets, maître de vos facettes. Une fois que chaque facette est, je pourrais dire, harmonisée ou complètement conscientisée, vous pouvez vraiment devenir maître de vos facettes et choisir celle que vous avez envie d'exprimer et à quel moment vous avez envie de l'exprimer. Et c'est fantastique. Je continue. Ce texte, il est vraiment long et il contient tellement de choses que j'essaye d'aller à l'essentiel. Euh, le, le deuxième point, c'est donc quand on arrive à Bathé. Bathé qui est en fait un village reculé où en fait, il y a pas de dispensaire. Donc en fait, les dispensaires locaux nous ont demandé d'y passer pour justement faire des consultations. Et l'association, elle y va de manière régulière, donc là, c'était la première fois qu'on y allait. Et l'idée avec les dispensaires locaux, c'était d'y revenir tous les 6 mois ou tous les ans pour faire un suivi, pour créer vraiment un suivi, jusqu'à ce que les dispensaires puissent prendre la suite, en fait. Parce que l'objectif n'était pas de rendre les lieux dépendants de nous, mais plutôt de venir en soutien, de les aider à se développer, à mettre en place certaines choses pour qu'ensuite ils soient autonomes. On arrive donc dans ce lieu et bien là, je me retrouve à vivre à la cambodgienne. Parce que ben, on dort dans la pagode, à même le sol, entouré de moustiquaires. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. L'eau, ça provient de la pluie. L'électricité, il n'y en a pas. Donc, c'est on utilise les lumières de la bougie et encore très très peu. Et en fait, on vit au rythme du soleil. Ces 3 jours à Bathé sont, comment je pourrais dire, intenses à tout point de vue. Physiquement, en fait, moi, j'aborde le pouvoir et la puissance du corps physique à soutenir des conditions extrêmes. Et puis émotionnellement, on est dans des choses qui sont assez, assez fortes. Euh, Ce qui était compliqué pour moi là-bas, et je l'exprime dans le texte, c'est de nouveau la communication, c'est le langage. Où en fait je me retrouve à vouloir être utile, à vouloir aider. Et finalement, eh bien, je me retrouve dans l'impuissance. Donc ça, cette part de moi, de l'impuissance, c'est une part qui est on pourrait appeler ça une blessure.
mais je préfère l'appeler une part, la part qui se sent impuissante. Elle va revenir de manière assez régulière et là, elle apparaît en grande lumière, très, très, très grande lumière et j'essaie de trouver comment l'apaiser cette part-là et hem et donc j'essaye petit à petit d'être là où je peux être utile, d'aller là où je peux être utile. C'est des moments qui sont assez particuliers parce que, en se remettant dans le contexte, heu, je sors, d'énormément d'années où, j'ai fait des études, préparatoires de maths, maths sup, maths spé. Après j'ai fait une école d'ingénieur, ensuite, donc je travaille en tant qu'ingénieur et donc, si je pourrais dire mon les parts que j'exprime le plus sont des parts qui sont extrêmement structurées. Très structurées, cadrées, avec des règles, chacun sait, sa place, et cetera. Et là, en fait, moi, donc mon comportement, est basé sur, ben, tout ce que j'ai créé, hein, je pourrais dire mes programmes, en tout cas tout ce que j'ai créé avant. Et donc, quand on se retrouve le matin, en fait, dans le briefing de la matinée, chacun détermine où il va être pendant la journée. Donc moi, un jour, je suis à l'accueil, le lendemain, je suis assistant du médecin. Et c'est là où ça rentre en tout cas, je découvre le côté bah, que parfois les règles, le cadre et la structure, elles peuvent pas tenir parce que il y a des choses, des circonstances qui arrivent et que, eh bien, l'adaptation, la fluidité, la souplesse est nécessaire. Et donc, je me retrouve assistante du médecin en face de personnes, notamment à un moment donné une dame de 90 ans qui a enfin on le sait puisque le médecin me dit qu'il y a vraiment une pathologie particulière et qui doit a priori, enfin vu la pathologie, avoir mal et souffrir. Et cette femme, elle me montre un regard et un sourire qui sont sincères, qui sont le bonheur absolu. Là, ça me fait prendre un recul hallucinant qui est, mais comment est-ce qu'elle arrive à être dans cette transmission, parce que c'est vraiment ce qu'elle transmettait avec son regard, avec son sourire, avec son aura, je dirais, cette espèce de paix intérieure, cet apaisement. Et là, pour moi, j'ai énormément reçu. J'ai reçu cette paix intérieure, j'ai reçu cet amour d'une inconnue avec qui je ne parle pas la même langue et qui est dans une situation physique extrême. Et moi, je suis en face sur cette chaise et je me retrouve, je suis complètement submergée partout, par les émotions, partout. Dès que je me cogne, j'ai mal. Enfin, et là, je me retrouve vraiment dans un changement de perspective absolue, qui est, ok, comment est-ce que je peux me plaindre? Alors, oui, des fois, je peux avoir mal, oui, des fois, mais comment est-ce que je peux me plaindre quand je vois ce que je vois et quand je ressens ce que je suis en train de ressentir, quand je suis en présence d'une telle personne. Donc là, ça commence déjà à me faire un peu mariner, à me faire vraiment prendre conscience de ces changements de perspective et de comment est-ce que j'intègre dans ma vie mes réactions, ma réponse à ce qui se passe dans ma vie. C'est-à-dire, je ne peux pas être maître des circonstances, par contre, je peux être complètement maître de comment je réagis, comment je réponds à ces circonstances. Et là, c'est le premier pas vers cette prise de conscience. Et puis derrière, bam, l'enfant de 13 ans qui rentre. Et là, pour moi, c'est protection totale. Je me mets en protection directe et je ne sais pas quoi faire. Je me sens complètement inutile, je me sens impuissante, alors là, il y a tout qui ressort. Et cet enfant qui a été, je pense, enfin, d'après la blessure, qui a eu un coup de couteau dans le dos. Et donc là, il y a tout qui ressort, hein, la colère, la frustration, l'impuissance.
Et bien là, à ce moment-là, quand il se passe ça, bah là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je me suis mise en protection, j'ai pris du recul. Évidemment, ce qui se passe également, c'est que le cadre, la règle, la structure qui était que chaque personne a son poste, là, elle tombe. La structure, elle tombe parce que une seule personne pour aider, pour s'occuper de de cet enfant, c'est pas suffisant. Et donc, il y a ben, enfin, toutes les personnes qui étaient sur les côtes, les environs, qui s'occupaient de faire l'accueil ou qui s'occupaient d'autres postes, par exemple à la pharmacie, quittent leur poste pour venir en soutien à la situation. Et là, moi, je vois ça en étant complètement en extérieur de tout ça, et j'ai une frustration qui monte, qui me dit, mais par rapport à mon schéma de il faut que ce soit cadré, structuré, etc., mon schéma, il dit, mais c'est n'importe quoi. Et c'est intéressant d'en prendre conscience et de me dire, mais c'est n'importe quoi. Mais pourquoi je dis c'est n'importe quoi? Donc, je commence à prendre conscience de mes pensées, je commence à prendre conscience de mon, de mon bah, de ma réaction qui est complètement émotionnelle et qui dit mais c'est pas normal. Et pourquoi c'est pas normal? Bah, parce que ça touche le côté un peu contrôlant, un peu rigide, qui dit que chaque chose est à sa place et que c'est pas possible de tout changer. Et donc ce que je fais à ce moment-là, c'est ok, là je peux pas rester dans cet environnement. Mais je vois ce qui se passe, c'est-à-dire que bah à l'accueil il y a plus personne. Eh bien, je vais me mettre là-bas. Je décide en fait moi-même, et je le partage comme ça dans une totale transparence et authenticité, parce que ça peut peut-être faire un écho. C'est que je décide de quitter mon poste, donc c'est-à-dire que je décide de couper un espèce de schéma en moi pour aller dans un autre poste. Donc c'est-à-dire que je rentre dans la notion d'adaptation. Alors, petite parenthèse, là j'accentue hein, les traits. Évidemment que dans mon cadre professionnel, il y a des moments où, enfin, j'avais une grande capacité d'adaptation. Mais bon, là, j'accentue vraiment ce truc qui est de dire là, en fait, quand un cadre ou une structure euh, me protège, c'est-à-dire me donne un sentiment de sécurité, je n'avais pas spécialement envie d'en sortir. Mais là, je me retrouve à, quand le cadre en soi n'apporte pas spécialement de sécurité ou voilà, enfin, c'est en gros des règles, l'adaptation est absolument, enfin pour en tout cas pour moi, l'adaptation était facile. Mais là, je me retrouve dans un cadre et une structure qui me protège, en fait, qui protège ma psyché, ma psyché, qui me protège émotionnellement, et je me retrouve à devoir sortir en fait de ce cadre. Et là, c'est quelque chose qui va me toucher en profondeur. Donc, je sors de mon cadre et je vais me mettre à l'accueil. Donc, se passe ce qui doit se passer. Ce qui est important pour moi de transmettre, c'est de ne pas nier ce qui se passe, c'est de le reconnaître. Et ce qui est vrai que dans cette mission, ce qui était fabuleux, et l'association en tant que telle, c'est que le soir, on faisait des débriefings pour poser les choses. Et ça, c'est un peu un cercle de parole, un cercle qui permet, avec soi-même et puis avec d'autres personnes, de communiquer et de poser en utilisant le jeu. Voilà ce que j'ai vécu dans cette situation, il s'est passé ça, j'ai ressenti tel truc. En fait, de poser les choses pour éviter les non-dits et pour éviter que les, bah, comme on est dans un environnement qui émotionnellement est intense et puis physiquement est intense, ce qui est le plus important, c'est la cohésion de l'équipe. Et les non-dits peuvent directement faire tout casser. Donc, on ne nie rien, on dit tout. Et typiquement, l'épisode de cet enfant a été mis au centre du cercle ce soir-là pour vraiment que chacun puisse exprimer ce qui s'était passé en soi. Pour moi, c'était une des premières expériences de partage authentique. Et, et c'est en fait absolument extraordinaire le pouvoir de ces partages authentiques, parce que ça permet de désamorcer et de montrer à quel point nous sommes humains, et, euh, et de ne pas finalement laisser s'envenimer des situations,
parce que bah, on n'a pas eu le même point de vue, on n'a pas le même regard, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes perspectives sur un même événement. Et donc, j'ai posé voilà ce que je ressentais à ce moment-là. Donc, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue euh, énergétique, en fait, ces cercles de paroles, et puis quand on n'est que un ou que deux, le fait juste de revenir en arrière sur ce qui s'est passé et d'en enlever l'intensité émotionnelle, ça permet vraiment j'appellerais ça de transmuter l'émotion qui s'est déroulée. Et puis ça crée, quand on est dans un groupe, une harmonie, ça permet de maintenir une harmonie. Et là, par rapport à la notion de cadre, à la notion de règle, de structure, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était, j'étais moi-même un peu déséquilibrée dans ce côté très yang. Tout cet aspect-là, cadre, structure, etc., c'est très yang, c'est très masculin, énergie masculine. Et moi, j'ai pris conscience de mon déséquilibre là-dedans. Alors, j'ai pas mis de nom yang, etc. à l'époque parce que j'en avais pas conscience. Mais voilà, j'étais déséquilibrée là-dessus et que, en fait, le fait de mettre de la souplesse, de mettre de l'adaptation, de sortir du cadre, de créer un environnement où en fait le cadre c'est plus un tuteur comme pour les plantes où il y a un minimum en fait de cadre, c'est trouver ce juste milieu de aucun cadre, c'est pas bon non plus, trop de cadre, c'est pas bon non plus, trouver cet équilibre entre cette notion de cadre qui est plus un tuteur et cette notion de liberté autour. Donc cette espèce de va-et-vient entre yin et yang qui se retrouve en fait dans ce côté cadre et souplesse. Voilà, c'est c'est assez fort. J'essaie de voir si j'ai autre chose à partager par rapport à ça. Oui, 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 oui. En fait, c'est ça. Effectivement. Vis-à-vis de la notion de cette part de moi qui s'est révélée se sentir impuissante et inutile. Et c'est un principe philosophique, spirituel que je veux vous partager. C'est qu'une part qu'on pourrait considérer une part entre guillemets d'ombre, si on la voit juste comme une part d'ombre, on ne veut pas spécialement aller voir ce qu'elle peut nous apprendre. Mais pour arriver à cet état de paix intérieure absolue, d'équanimité, euh, le passage enfin l'évolution, l'apprentissage nous demande d'aller voir les parts d'ombre et d'aller identifier, apprendre ce qu'elle a à nous dire, à nous donner en tant que trésor. Donc, on n'a pas spécialement envie d'entrer dans une zone d'ombre de soi parce que ben, c'est pas très agréable. Par contre, quand on y va dans l'objectif de l'apaiser, de réharmoniser cette part en soi et d'apprendre quel est le message, l'enseignement qu'il y a derrière, eh bien, on retrouve en fait comment je pourrais dire? On permet de créer une harmonie entre deux opposés en soi. Et donc, si je parle en termes de dualité et d'unité, le passage pour arriver à l'unité intérieure, c'est d'aller réharmoniser les dualités en soi. C'est-à-dire être apaisé avec les deux opposés qui en fait ne sont que deux vues ou deux visions d'une même fréquence, mais des opposés qui nous permettent d'en prendre conscience. Alors j'explique. Dans l'exemple de l'impuissance, eh bien, je me sens donc dans l'impuissance. L'impuissance, ça peut vraiment être considéré comme une part d'ombre, si on commence, ou une blessure, si on commence à rentrer dans les comportements et les mécanismes qu'elle nous fait prendre de manière inconsciente. Donc, je me sens impuissante, eh bien, du coup, je me bloque et je fais plus rien, par exemple. Ou alors, j'ai de la colère qui va se mettre en place et je vais avoir des réactions très fortes.
Là, je décide, enfin, à l'époque, je le vois pas tout ça, mais maintenant, avec le recul, je peux transmettre. À l'époque, il y a cette part d'impuissance. Elle me fait, en fait, trouver l'opposé de l'impuissance. C'est la notion de puissance, mais également, dans ce cadre-là, la notion d'utilité. Donc, c'était pas inutile et utile, c'était pour le coup là, impuissance et utile. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je commence à rentrer, à avoir cet énorme sentiment d'impuissance qui monte, donc cette part d'ombre qui est très 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 forte. Eh bien, je décide de ne pas rester dans cette impuissance et je décide de la transmuter, de la transformer pour qu'elle me donne une énergie de vie qui me fait trouver une solution pour me rendre utile. Et en fait, ces deux opposés-là, à ce moment-là, finalement, me permettent de prendre conscience que je n'ai pas besoin d'être du côté où finalement mes compétences ne sont pas, euh, comment dire, je n'ai pas les compétences en fait pour soutenir ce qui est en train de se passer. Donc, euh, je n'ai pas la compétence médicale pour assister des médecins qui sont en train d'opérer un enfant. Je n'ai pas la compétence médicale infirmier pour être présent. Par contre, j'ai de la sagesse et de la compétence pour aller fluidifier l'entrée, pour aller fluidifier l'accueil, pour aller expliquer aussi aux personnes de l'équipe qui sont à l'accueil, qui ne savent pas ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer. Et donc, ça me permet de prendre conscience que, en fait, ma place n'était pas à côté de cet enfant. C'était complètement égotique en moi, c'est mon ego qui disait: «Ah, j'ai envie d'être avec cet enfant, machin», et puis un petit peu peut-être aussi un peu le côté, voyeurisme, parce que j'ai jamais vu ce genre d'expérience, qui disait: «Ah ben attends, ce serait bien de», enfin, je mets des guillemets, hein, «Ce serait bien de voir comment ça se passe». Oui, sauf que ma place, elle n'est pas là-bas. C'est de l'ego qui me dit, «J'ai envie d'être là-bas». Donc là, je me recentre, je me sens donc impuissante, ça fait naître en moi, ok, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie d'être utile là, à ce moment-là, et hop, je passe de l'autre côté et je vais à l'accueil, je vais aider. Et là, je trouve une place, je trouve la place et le rôle qui est en joie pour moi à ce moment-là et qui me permet en fait bah, de soutenir la balance, de soutenir l'espèce d'équilibre de l'équipe en étant à ce moment-là. Donc en fait, ça fait un jeu de balancier qui fait que je me retrouve à être absolument utile et à être absolument à ma place à ce moment-là. Donc je me retrouve finalement, pour revenir à cette notion de part d'ombre, je me retrouve à trouver une part de lumière en moi. Je me retrouve à trouver l'impuissance à ce moment-là, me permet de prendre conscience de ce que je peux apporter, et d'aller, et au lieu d'essayer d'aller apporter une chose où je n'ai ni les compétences, ni le savoir intérieur, et être présente et finalement c'est juste de l'ego, eh bien je peux aller vraiment en suivant ma joie, aller être et apporter l'utilité bah, qui se cachait derrière ça. C'est-à-dire me retrouver au bon endroit, au bon moment. Donc, quand une part d'ombre se révèle, bon là c'est un exemple, quand une part d'ombre se révèle, ne la niez pas, regardez-la, essayez de discuter avec elle, voir qu'est-ce qu'elle veut vous apprendre, qu'est-ce qu'elle veut vous dire. Est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que c'est votre ego ou est-ce que c'est votre cœur et votre âme qui vous font être là? Posez-vous ces questions. Voilà, eh bien écoutez, je vous retrouve pour le chapitre 10 qui est la suite du voyage en Cambodge la semaine prochaine. Et puis, je vous souhaite à tous une magnifique journée. Bien à vous. Bye.